Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue sur ce webinaire sur le thème du présentéisme au travail. Je m'appelle Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé. Et aujourd'hui, vous allez avoir la chance de passer 1 heure en compagnie de Madame Sandra Salvoni. Bonjour Sandra, Allô, ça va Véronique. bien? Ça va super bien, merci. Bon, parfait. Alors, avant de te présenter un petit peu plus en détail, Sandra, je vais inviter nos participants à poser leurs questions tout au long de la session en utilisant la section questions-réponses ou alors le chat également. Moi, je vais tout au long du webinaire prendre vos questions, vos commentaires et puis on aura un petit temps à la fin pour pouvoir y répondre. Puis vous allez voir qu'aujourd'hui, Sandra nous a prévu une petite séance un petit peu interactive. Donc, vous allez être amené à réfléchir aussi un petit peu avec nous pendant le webinaire. J'en dis pas plus, vous allez voir ça dans quelques instants. Donc aujourd'hui, et pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée en compagnie de Caroline Biron de l'Université Laval, vous savez que ce webinaire, c'est une continuité ou une complémentarité à ce que nous a expliqué Mme Biron la semaine passée. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir ce webinaire, je vous en reparlerai à la fin, mais il est toujours possible de le revisionner à nouveau. Donc, vous pourrez avoir les deux perspectives sur ce thème. Donc, on aime bien cette formule, nous, qui permet d'aborder un même thème, mais justement avec des perspectives différentes, avec des experts qui se complètent. Et puis, c'est parfaitement le cas ici avec Sandra aujourd'hui, ici présente, qui va nous donner une approche terrain du concept de présentéisme en milieu de travail, alors que Caroline Biron abordait le sujet à travers le prisme de la recherche. Alors, sans plus attendre, je vais dire quelques mots sur toi, Sandra, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as un bac en administration des affaires, tu es coach professionnel certifié, puis tu détiens une maîtrise en développement organisationnel. Actuellement, tu poursuis également un doctorat pour effectuer des recherches sur le présentéisme, justement, tiens, les saines pratiques de gestion et tu le fais d'ailleurs auprès de Madame Biron, d'ailleurs. Donc, tout se recoupe, tout est lié. Tout est lié. Alors, ça, c'est pour la partie académique. Et puis, pour ce qui concerne ton expérience professionnelle, tu travailles aujourd'hui pour InPower, qui a développé une solution qui vise à la promotion de la santé et mieux-être en organisation. Avant ça, tu as eu une grosse expérience en tant que gestionnaire au sein des entreprises, puis tu t'es retourné vers l'entrepreneuriat et avec comme mission de faire prendre conscience et accompagner les organisations dans leur virage santé mieux-être. Ça tombe bien que tu sois là parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont là pour entendre un petit peu tout ça. Et quel parcours, Sandra, bravo. Merci. Alors, on a hâte d'entendre un petit peu ce que tu as à nous dire sur le présentéisme et puis voilà, ton approche, ta vision du terrain. Je pense qu'on est tous là pour entendre un petit peu ces côtés pratiques, pragmatiques. Alors, écoute, je vais te laisser la parole sans plus attendre et puis on se retrouve à la fin pour prendre les questions et les réponses. Alors, bon webinaire à tous. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Donc, bonjour tout le monde. Oui, Sandra Salvoni, je suis vraiment très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler du présentéisme. Pas parce que c'est le fun de parler du présentéisme, mais oui, en même temps. En fait, le présentéisme, pour moi, c'est vraiment une continuité dans ce que Caroline Biron disait la semaine passée. Il y a des effets positifs au présentéisme. Et des personnes qui font du présentéisme sont surtout et là pour équilibrer entre la santé, la performance. Vraiment, c'est quelque chose qui, à nos yeux, en tant que personne, employée, gestionnaire ou dirigeant, devrait être vu comme une opportunité de prendre action. Donc, je viens du développement, de la lignée du développement organisationnel. Et quand on parle de développement organisationnel, on parle de quoi? On parle d'équilibre entre la santé et la performance. Vous allez comprendre assez vite que j'ai un prisme assez santé dans ce que je fais. Et c'est vraiment ce qui va vraiment déterminer la façon dont je vais vous présenter ça aujourd'hui. Et
quand on parle de vision terrain, je vous dis que oui, j'amène ma vision terrain, mais comme Véronique le disait, je fais un doctorat sur le présentéisme. Donc, c'est sûr que la partie recherche est toujours proche, jamais très loin. Les données scientifiques, c'est ça sur quoi je m'appuie depuis des années pour faire la promotion de la santé en entreprise. Donc, l'agenda aujourd'hui, ça va être un bref retour sur la définition du présentéisme. C'est quoi ces fameux signes précurseurs? Si vous étiez là la semaine passée avec Mme Biron, les questions de la fin, c'est oui, mais c'est quoi les signes? Comment on agit dessus? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc, on va parler du mouvement, et oui, de dialogue, donc, et le leadership bienveillant et les ressources gratuites. Quand on parle de milieu de travail et de présentéisme et de signaux de détresse, on pense souvent, oui, mais qu'est-ce que l'entreprise peut vraiment faire? Ce n'est pas nécessairement juste au niveau du travail que les signes de présentéisme, les causes du présentéisme émergent. Mais ce qu'on dit tout le jour, en fait, notre leitmotiv à nous, c'est le milieu de travail ne fait pas toujours partie du problème, mais il peut faire partie de la solution. Donc, c'est dans cet esprit-là aujourd'hui que je veux que vous vous mettiez quand vous allez écouter la présentation sur le présentéisme. Donc, comment je peux faire partie de la solution en tant qu'organisation, en tant que leader, en tant que collègue et en tant qu'individu? Le présentéisme, c'est quoi? Si je posais la question aujourd'hui, vous pourriez partir dans un petit peu tous les sens, probablement, mais si vous étiez là la semaine passée, vous vous diriez, mais c'est un phénomène où les travailleurs sont présents à leur poste de travail, donc que ce soit en télétravail ou physiquement dans les lieux du bureau, mais même s'ils ont des symptômes ou une maladie qui devrait les amener à se reposer puis à s'absenter. Avant d'aller plus loin, parce que là, on pense que le présentéisme, c'est juste chez les employés, je veux vous connaître un petit peu. Vous allez voir apparaître au niveau sur l'écran une question. Êtes-vous membre de la haute direction, un cadre intermédiaire, un cadre de premier niveau, un employé, un consultant ou un travailleur autonome? Je vous donne 5 secondes pour répondre à cette question pour que je puisse un peu diriger mes interventions dans la prochaine heure. J'imagine que les résultats rentrent. Et ça, c'est aussi pour vous faire réfléchir sur, on va fermer le questionnaire maintenant pour avoir les résultats. Oui, Sandra, est-ce que tu les vois, les résultats? Sinon, je peux te les donner. Effectivement, je vais terminer le questionnaire. Et OK. Voilà. Donc, je suis super contente de voir, voyez-vous, le présentéisme, ce n'est pas juste la haute direction, les cadres de premier niveau que ça intéresse, mais aussi et surtout les employés. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est comment je fais pour prendre soin de moi, c'est ça que ça veut dire, et prendre soin de mon équipe et mes collègues. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, vous allez voir un petit peu plus loin, quand on parle, en fait, de présentéisme, il y a des personnes qui sont plus à risque. Donc, les métiers émotionnellement plus exigeants, dont les secteurs de la santé, services sociaux et de l'éducation. Et je sais que vous êtes plusieurs à être là dans ce webinaire-ci. Il y a les travailleurs qui vivent des insécurités d'emploi, donc soit des abolitions de postes, des mises à pied, des postes temporaires, occasionnels, du travail intermittent. Puis en ce moment, avec ce qu'on vit avec la COVID-19, bien, il y a beaucoup d'insécurité d'emploi. Et pour ceux qui l'ont gardé, ils se posent aussi des questions. D'autres personnes à risque sont les travailleurs à plus de 50, qui travaillent plus de 50 heures semaine. Mais qu'est-ce que ça dit, ça? C'est oui, peut-être des workaholics, mais c'est aussi, oui, je vais juste répondre à la question, oui, vous allez avoir la présentation à la fin. Donc, les travailleurs à plus de 50 heures, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont une forte charge, ils ont des fortes charges de travail. Il y a peut-être une culture d'assiduité au travail aussi. Et des fois, on parle, j'entends souvent, moi, dans mon expérience, on parlait de, oui, mais on a une politique de présence au travail.
Mais ça, cette politique de présence au travail, c'est aussi un signe d'assiduité. Il faut se poser des questions sur c'est quoi cette politique de présence au travail et est-ce qu'on demande aux gens vraiment de venir au travail, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont. Et bien entendu, il y a les travailleurs autonomes qui, eux, sont à risque sur beaucoup de facettes, que ce soit au plan financier, au plan de la charge émotionnelle, la charge mentale dans laquelle ils doivent travailler tout au long de leur carrière de travailleur pour maintenir à flot leur carrière finalement. Maintenant, deuxième question. Au cours des 2 derniers mois, vous êtes-vous présenté au travail sans être dans un état de santé optimal, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, psychologique? Je vous laisse encore 5-6 secondes pour y répondre. Il y a des données assez parlantes par rapport à ça. On va fermer le vote maintenant. On vous laisse encore 2-3 secondes. 76% des personnes ont dit oui et un 24% non. Je vous dis que vous êtes... je suis contente, en fait, de voir ce résultat-là. Pourquoi? Parce que ça représente les données globales. On dit que 8 personnes sur 10 qui ont fait du présentéisme, selon une dernière étude, une étude récente, 8 personnes sur 10 ont fait du présentéisme. Maintenant, je ne vous ai pas posé la question combien de temps, combien de fois. Ça, c'est dans le plus de détails qu'on pourrait aller. Mais pour ce webinaire-ci, je voulais vraiment vous faire prendre conscience que la majorité des gens, donc ici 75%, 75%, 80% des gens font du présentéisme. Donc, quand on regarde peu importe que vous soyez un employé, un leader, un gestionnaire, un travailleur autonome, membre de la haute direction, le présentéisme n'épargne personne. Il est comme là, latent pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce présentéisme-là? C'est ça la question. La semaine passée, Mme Biron vous présentait son cadre santé-performance du présentéisme. Et on a vu qu'il y a des facettes plus positives au présentéisme et des facettes un petit peu plus négatives. Dans ces facettes positives, on voyait le présentéisme thérapeutique et le présentéisme fonctionnel. Ce que vous voyez ici à droite, c'est vraiment pour dire, bon, OK, je fais du présentéisme, mais ma performance, elle est bonne, elle est quand même bonne. Et ici, la performance, elle est plus réduite dans le thérapeutique et le dysfonctionnel, mais la santé n'est pas à son optimum. Donc, on voit qu'ici, quand on parle de présentéisme, il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas de personnes qui n'ont pas d'enjeux de santé physique et psychologique. Donc, c'est vraiment, j'ai exclu cette partie de la population, mais le reste se retrouve vraiment à peu près dans le présentéisme, dans une de ces 4 formes de présentéisme-là. Quand on parle de présentéisme thérapeutique, c'est vraiment pour trouver un refuge au travail, mais on est un petit peu moins productif, donc improductif. Une des façons aussi quand on parle de présentéisme thérapeutique, c'est tout dans la gestion du retour au travail. Quand on parle de retour au travail, on parle nécessairement de présentéisme thérapeutique. Retour au travail progressif, on est là aussi. Donc, il y a cette notion de tolérance à une sous-performance. Maintenant, il faut bien comprendre en quoi la sous-performance, elle est due. Le présentéisme fonctionnel, c'est se présenter au travail, oui. Notre santé est quand même est un petit peu contrainte, donc elle n'est pas à son optimal, mais quand même, on représente des bonnes performances au travail. Le présentéisme dysfonctionnel, c'est vraiment quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui a une mauvaise performance et qui, clairement, ne devrait pas se retrouver au travail en ce moment et devrait être arrêté. Il y a peut-être d'autres conditions sur lesquelles on va travailler pour amener ce présentéisme dysfonctionnel à un autre niveau. L'idée, c'est vraiment de sortir du présentéisme. Donc, et le présentéisme excessif,
bon, ça, c'est la performance au travail, elle est bonne, mais c'est au détriment de la santé. On s'entend que dans des conditions ou de travail obligé, où on ne sait pas nécessairement qui va pouvoir nous remplacer, qu'il n'y a pas d'autre alternative, ou qu'on est un petit peu, qu'on compense certaines lacunes au niveau personnel dans excès de travail, mais ça, c'en est aussi des signes de présentéisme excessif. Il faut se dire qu'en fait, la présentation aujourd'hui, puis le mindset dans lequel je veux vous amener, c'est que le présentéisme, on le voit souvent comme dysfonctionnel. Mais il existe du présentéisme excessif qui souvent est valorisé, dépendamment de la culture. Et je veux vous amener à avoir un présentéisme thérapeutique ou fonctionnel, parce que ça, ce type de présentéisme-là va renforcer le sens au travail, le sens des responsabilités, l'identité de la personne et sa valeur aussi. Une autre question à vos écrans. Quelle typologie de présentéisme, selon vous, vous représente le plus? Donc, je vous laisse un petit 10 secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que c'est plus du type fonctionnel? Donc, oui, vous en faites, c'est un petit rhume, c'est un petit mal de ventre, un petit mal de cœur, un petit mal de tête, mais vous vous présentez, vous êtes quand même fonctionnel. Thérapeutique, donc que ça vous aide, il y a des bénéfices à rentrer au travail, plus qu'il y en a de ne pas être présent au travail. Il y a êtes-vous plus dans le style dysfonctionnel, donc quand vous regardez votre dernière année ou vos 2 derniers mois. Et il y a l'excessif, vous êtes un peu un petit bourreau de travail. On va fermer le vote. Fonctionnel. OK. Donc, la majorité d'entre vous, vous dites, donc 76 %, ce qui est relativement beaucoup, vous dites être dans un présentéisme fonctionnel. Donc, et thérapeutique, 7 % à peu près, ce qui est c'est assez, quand on regarde la typologie, en fait, la majorité des gens sont dans le un tiers, un tiers, un tiers, dans les différents types de typologie. Donc, on a une petite disproportion ici dans notre groupe vraiment intéressé au présentéisme, qui font du présentéisme fonctionnel. Donc, soit que vous allez relativement bien, mais que vous venez ici pour les autres ou pour vos collègues, ou soit en fait, vous ne vous voyez pas changer. Donc, vous ne voyez pas les changements de comportement, les changements cognitifs ou les changements émotionnels qu'il y a peut-être pu avoir à travers ça. Et c'est là-dessus qu'on va un petit peu travailler. Maintenant, la norme canadienne nationale sur la santé et sécurité psychologique en milieu de travail dit que la vision d'un milieu de travail sain et sécuritaire vise à prévenir activement les dommages à la santé mentale des travailleurs. Activement, et je remets sur le activement, les dommages à la santé mentale des travailleurs, y compris par la négligence ou insouciance ou de façon délibérée, et à faire la promotion du bien-être psychologique des employés. Pourquoi qu'on parle tant du bien-être psychologique des employés quand on parle de présentéisme? Parce que souvent, les risques quand on fait du présentéisme, la majorité du temps, dépendamment des études, entre 60 et 80 % du temps, ce sont des risques plus psychologiques qui font que les gens font de l'absentéisme ou du présentéisme. Donc, quand on regarde les facteurs psychosociaux, on les connaît, il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont beaucoup plus parlants, qui ont beaucoup plus de poids quand on parle de présentéisme. Et quand on parle de poids, je vais vous parler de charge de travail élevée, bien sûr. Donc, il faut se poser des questions sur quel genre de charge on a nous-mêmes et quel type de charge on impose à nos employés. Le manque d'autonomie étant le deuxième. Donc, quand on ne participe à aucune ou à peu de décisions, surtout en ce moment, quand on manque d'autonomie, quand on a une charge de travail élevée, on peut se sentir un peu dépassé par les événements. Le faible soutien social, donc soit avec les supérieurs, soit avec les collègues, ça, c'en est un autre facteur de risque. Le déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue, parce que oui, des fois, on reçoit de la reconnaissance, mais est-ce que c'est vraiment en équilibre ou en harmonie avec ce que je fournis comme effort? Et le cinquième, qui est la communication insuffisante. Je vais vous dire aujourd'hui que ce soit la charge de travail, le manque d'autonomie
le faible soutien social ou la reconnaissance, tout passe par la communication. Oui, de la direction aux employés, mais aussi des employés vers les leaders ou vers l'organisation. Et c'est ça que je vais vous amener à réfléchir aujourd'hui. Bon, saviez-vous que dernièrement, il y a une petite étude qui est sortie de l'agence de recrutement ACE Canada qui dit que 54%, et ça c'est en temps de COVID, envisagent sérieusement de changer d'employeur. Donc, qu'ils recherchent activement ou ne diraient vraiment pas non à une autre opportunité de travail en ce moment. Et ça, pourquoi en majorité? Parce que pendant 43% des cas, ils estiment qu'aucune mesure n'a été prise par leur employeur pour contribuer à leur bien-être. 43% des gens disent que leur employeur ne contribue pas assez à leur bien-être, et ça, c'est en temps de COVID. Maintenant, c'est quoi qui nuit à l'efficacité pour bien-être en ce moment? Là, vous voyez ma petite image pour ceux qui connaissent Caméra Café. On s'ennuie de ce petit sketch-là, il serait bien utile en ce moment. Mais l'aspect social, on parle souvent de la santé, le bien-être, c'est physique, mental, social. Bien, en fait, peut-être que l'ordre est un petit peu inversé. Parce que c'est plus au niveau social. Il y a l'isolement, le manque d'interaction sociale, c'est ce qui nuit le plus à l'efficacité pour le bien-être des personnes en ce moment en temps de COVID et en temps général également. Le deuxième, qui est plus lié au mental, la surcharge de travail, le manque de temps pour tout faire, ça, c'est vraiment dans l'organisation du travail, mais qui joue beaucoup plus au niveau mental, nos perceptions sur la charge de travail, la perception sur le manque de temps. Et le dernier, le physique, un environnement de travail inadapté. Donc, est-ce que ça change un peu la perspective de qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi je vous donne autant de poids sur la communication? Puis on ne le dira jamais assez, moi, en entreprise, quand je fais des interventions, ça revient souvent, la confiance et la communication. La confiance et la communication. Et des fois, je me dis, mais vous me payez vraiment pour vous dire qu'on doit augmenter les communications, augmenter la qualité des communications. Mais on ne reviendra jamais assez à la base. Et quand on parle de communication, c'est vraiment pour entretenir les interactions sociales, oui, c'est pour briser l'isolement, mais pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans nos équipes et avec nos employés. Maintenant, quand on parle de signes, parce que si on revient ici, ça, c'est bien beau, là. Ça, c'est ce qui nuit à l'efficacité, mais il y a des signes qui apparaissent. Puis les signes de détresse psychologique, de détresse élevée, psychologique surtout, mais de toute détresse, ils apparaissent graduellement. C'est souvent des symptômes légers au départ, puis qui sont vraiment propres à chacun en fonction de leurs conditions à eux, leurs conditions personnelles, leur expérience de travail, leur expérience de vie, leur soutien social au-delà des collègues et, et du supérieur, mais aussi de la famille et des amis. Ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'un signe, l'apparition des signes, elle se fait vraiment graduellement. Mais plus rapidement on va porter attention, donc être activement, miser activement sur la détection de ces signes-là, plus rapidement on va pouvoir avoir un impact positif sur l'intensité de la détresse que les gens vivent et sur la durée de ces signes-là. Saviez-vous qu'un signe avant une absence au travail, apparaît habituellement entre 6 et 8 semaines avant? Donc, il y a un super terrain de jeu ici pour vraiment faire la promotion de ça, pour détecter rapidement les signes. Mais si un signe apparaît, il faut quand même, il y a des possibilités que ça soit juste parce qu'il a mal dormi la veille, une fois, qu'il a fait un party avec lui-même en buvant dans son salon avec lui ou son conjoint ou sa conjointe, mais qu'il y ait des répercussions, puis que ça se peut que le signe soit là une fois de temps en temps, mais s'il perdure plus que 2 semaines, c'est là qu'on doit prendre action. Maintenant, selon vous, dans la barre de conversation, quels sont les signes de présentéisme selon vous? Donc, dans le converser, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est lesquels signes que vous pensez que vous avez pour faire du présentéisme.
C'est souvent associé aux signes de détresse. Donc, vous pouvez mettre vos réponses dans le signe de conversation. Sinon, c'est pas grave, je vais passer à vous donner un petit peu c'est quoi. L'attitude négative. Oui, l'attitude négative, c'en est un. L'isolement de la personne, la perte du sourire, les préoccupations, a l'air fatigué, baisse de concentration. Il demande de l'aide, les sautes d'humeur, les absences, diminution des interactions avec les autres, la passivité. Super! Maladies plus fréquentes, détresse psychologique. Oui, effectivement. Ce sont tous des signes. Des pauses plus longues, plus fréquentes, la fatigue. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Je vais vous dire que je pourrais... En fait, les signes de présentéisme, ça se résume à une phrase. C'est tout changement de comportement aux habitudes normales d'une personne. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas habituel chez une personne, donc qui a l'air plus fatigué que d'habitude, qui est plus irritable, qui est plus agressif, qui a des sautes d'humeur qui n'étaient pas son habitude, parce qu'il y en a que c'est dans leur trait de caractère, mais si ce n'est pas dans ses habitudes, c'est là que ça doit éveiller quelque chose chez vous et qu'il y a un terrain de jeu intéressant. Maintenant, les signaux faibles, comme je vous disais, ils sont soit cognitifs, soit physiques, soit émotionnels ou comportementaux. Il y a 4 grandes catégories. Je ne passerai pas à travers eux tous, mais vous avez bien compris le sens des signes de détresse. C'est les changements de comportement. Alors, quand on parle de changement de comportement, le premier signe à apparaître, c'est le manque de concentration. C'est aussi le dernier à revenir. La concentration est la dernière à revenir. Donc, même quand on parle de retour au travail, c'est la dernière à revenir. Donc, ça prend du temps. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de suivre la recette pour faire un pâté chinois à la maison que vous avez nécessairement retrouvé toute votre pleine concentration rendue au travail ou quand vous misez sur le travail. Donc, l'agressivité, la fatigue, le manque d'engagement, un désengagement ou l'irritabilité. Il y a aussi, excusez-moi 2 secondes, comme je disais, la concentration et le retard. Quand vous êtes... Les indices, c'est qu'une personne arrive de plus en plus en retard, ou pas de plus en plus, mais plus fréquemment en retard, ça peut être également un indice. Donc, en cas de doute, si vous vous posez des questions sur est-ce que je fais du présentéisme ou pas. Et pour les 75% des personnes qui font du présentéisme fonctionnel, là, ici dans l'assistance, on va se poser la question en fait, mais c'est quoi le présentéisme? Est-ce que j'ai de la difficulté à accomplir une tâche difficile? On peut, malgré mes enjeux de santé. Est-ce que j'ai de la difficulté à me concentrer sur l'atteinte de mes objectifs? Est-ce que je manque d'énergie? Je n'ai pas assez d'énergie pour terminer mon travail? Est-ce que le stress lié à mon travail, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à gérer ce stress-là que d'habitude? Parce que là, c'est quand on veut faire un autodiagnostic. Est-ce que mon problème de santé m'a empêché d'avoir ou de prendre du plaisir dans mon travail? Habituellement, j'aime mon travail, puis là, mon problème de santé, il m'empêche ça. Est-ce que je me suis sentie désespérée de terminer certaines tâches de travail? Ça, c'en est un autre. Ça, c'est 6 questions que vous devriez avoir pas loin chez vous qui vont vous poser, qui vont vous faire réfléchir sur est-ce que je suis en train de faire du présentéisme ou pas? Bon, l'idée, ce n'est pas de se poser la question est-ce que je fais du présentéisme ou pas? C'est d'agir là-dessus. D'être capable de s'auto-diagnostiquer par rapport à notre capacité de compléter une tâche ou vraiment de faire notre travail au niveau de la performance. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'agir dessus. Le problème, ou l'enjeu, je pourrais dire, c'est que la majorité des gens qui ont des symptômes en fait, ils n'en parleront pas. OK? Et quand on parle de majorité des gens ici,
j'aimerais que vous posiez la question, mais c'est laquelle? Combien de pourcentage de personnes vous pensez qui, à cause des stigmas, ne parleront pas? Ça peut vraiment être très élevé. Imaginez-vous, 60% des personnes n'iront pas chercher d'aide, malgré une détresse psychologique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être étiquetés. Ça, c'est la preuve que les milieux de travail, ou c'est pas juste les milieux de travail, hein, c'est aussi avec notre entourage, la famille, les proches, les amis. Il y a un stigma associé à la détresse psychologique et malheureusement, la détresse psychologique, le stress au travail, le stress dans sa vie personnelle, c'est ça qui amène en fait à avoir un certain... d'amener en fait ce stress au travail-là amène les gens à avoir peur des stigmas parce que c'est comme ça, en fait, que les... On parle souvent de la machine à café comme étant très bénéfique, et c'est le cas. Mais quand on commence à avoir des rumeurs, sortir des ragots par rapport à certaines personnes, « Ah, mais t'as-tu vu ça? T'as-tu pensé à cette personne-là? » Puis c'est pas tant dans un aspect positif, mais c'est plus dans le jugement. C'est là qu'on vient un petit peu nuire à la démocratisation de la détresse, oui, mais des gens qui aillent chercher de l'aide. Je me demande vraiment, posez-vous la question, est-ce que vous iriez chercher de l'aide? Est-ce que vous pensez que vous en avez besoin ou vous attendez, et ça a été le début de ma carrière en promotion de la santé, vous attendez d'être en détresse vraiment élevée, proche du burn-out, proche de faire un arrêt de travail à longue durée et d'aller chercher de l'aide à travers un PAE, par exemple, ou vous vous attendez. Je vous dirais que la majorité des gens pensent que leurs symptômes ne sont jamais assez graves pour aller chercher de l'aide et pour en parler, et c'est là qu'il faut vraiment tabler. Comment? En favorisant le dialogue. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans la dernière année, je vous dirais, ou du moins les derniers mois, il y a vraiment, puis là, ce n'est pas nécessairement par rapport à la COVID, mais vraiment de façon générale, et c'est sûr qu'en temps de COVID, c'est encore plus prononcé, c'est le dialogue. Il y a un mouvement vers le dialogue entre l'organisation et les employés. Puis quand je parle d'employés, c'est les leaders aussi, puis l'organisation de façon générale, mais des employés et des leaders vers leurs supérieurs. Donc, c'est vraiment bidirectionnel. Et c'est ça qu'on veut favoriser ici. Maintenant, il faut un courage. Il faut le courage de poser la question. Mais là, tu m'as dit, mais Sandra, quelle question tu parles? On va le voir tout de suite après. Mais c'est assez simple comme question, mais il faut ce courage-là de poser la question et d'avoir le temps. Parce que poser des questions, c'est aussi la reconnaissance. On parle souvent de reconnaissance par les différentes formes de rémunération, par une main d'applaudissement, une tape dans le dos. Mais la reconnaissance la plus pure, la plus intrinsèque et la plus authentique, c'est quand on a le courage de poser la question et d'aller vers l'autre, de reconnaître qu'il y a eu un changement de comportement. Donc ça, pour moi, c'est cette forme-là de reconnaissance qui est la plus importante et ça se fait comment? Par des simples questions. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Ou ça va pas aujourd'hui? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Parce qu'on s'entend que ces deux premières questions-là, là, comment ça va pour toi aujourd'hui, puis ça ne va pas aujourd'hui, c'est deux façons de le dire. Mais si on attend, si on prend le temps, et même à l'écran, que ce soit à l'écran ou au travail en face à face, on est capable de faire passer une émotion et une réelle préoccupation pour la personne avec qui on échange dans ce moment. De laisser la personne parler, de l'écouter activement et je vous dirais même de challenger jusqu'à, tu sais, quand on dit « ça ne va pas pour toi aujourd'hui », bien, de laisser ce temps-là pour que la personne prenne conscience qu'on est en train de la reconnaître. On reconnaît son changement de comportement, puis pour le faire, bien, on va parler de c'est quoi le changement de comportement qu'on a identifié, qu'on a reconnu, qu'on a remarqué chez la personne.
Ce n'est pas nécessairement des gros changements de comportement, mais ces changements-là font toute la différence quand on les reconnaît. Parce que ça fait prendre conscience. On parle souvent de pleine conscience. Je vais vous amener à juste la conscience des gens, comment on prend conscience, parce qu'on ne se voit souvent pas aller. Mais cette prise de conscience-là, quand on entend quelqu'un d'autre s'intéresser ou se préoccuper à nous, c'est la base. On pourrait parler aussi de ce qu'on a remarqué, puis en quoi la personne est différente. Donc, j'aime bien dire souvent en formation, bon, on ne fera pas un listing complet sur 2 pages de tous les signes qu'on a remarqués, mais on va prendre le plus grand, OK? On va s'entendre sur celui qui a le plus d'impact pour nous par rapport à ça, qu'on a le plus remarqué chez la personne, et on va initier un dialogue, on va initier une discussion. Ça se peut que la personne ne soit pas prête à en parler. Et ça, il faut le respecter en tant que personne, parce que là, on parle de communication, pas juste du leader vers l'employé, mais aussi entre collègues. Et c'est surtout là que je pense que le plus à gagner, c'est entre collègues, parce que c'est comme ça qu'on se voit, qu'on s'interpelle, qu'on se parle, qu'on échange entre nous. Et effectivement, l'isolement qu'on vit dans les derniers mois, le manque d'échange social vient un petit peu complexifier le tout. Mais si on se pose la question, sincèrement et authentiquement, quand les fois où on se parle, ça va faire une grosse différence dans le sentiment de présentéisme ou pas. En fait, pour réduire les signes de présentéisme. Parce que ce qu'on veut, c'est que les personnes aillent chercher de l'aide. Pour réduire le présentéisme, c'est d'aller chercher de l'aide, soit d'offrir de l'aide en tant qu'organisation ou peut-être même à l'extérieur. Ce qui nous amène à parler, parce qu'on entend leadership bienveillant, la culture de bienveillance, les organisations bienveillantes, mais qu'est-ce que c'est que cette bienveillance-là? Moi, je l'ai entendu parler beaucoup, j'en ai vu de toutes les formes, mais je l'ai étudié. Donc, le leadership bienveillant, c'est vraiment un processus de création vertueux où on s'encourage, puis qu'il y a des initiatives de changement positif dans les organisations. Mais on va se le dire, une culture de bienveillance ne s'impose pas comme ça. Ça part des leaders. Mais les leaders, c'est qui? Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont en position de leadership, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont en position de gestion, mais ça part aussi des leaders émergents, ceux qui sont là, qui sont aussi de la base, qui sont des employés comme la plupart d'entre nous, et on veut faire une différence. On veut changer la culture vers une culture de bienveillance. Mais ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des décisions éthiques et de compassion. On veut créer du sens avec les événements. On amène les gens à créer du sens. Le sens au travail, le sens dans sa vie, ça vient, et spécialement en ce moment, je crois que c'est un angle sur lequel les organisations doivent se poser, s'asseoir sur donner du sens aux événements et créer une histoire qui va inspirer l'espoir puis le courage d'agir positivement. Puis quand je parle de courage d'agir positivement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est facile d'agir. Tout le monde est dans l'action. On est dans l'action, mais souvent dans l'action mécanique. Mais si on se pose vraiment la question, c'est quoi qui est le mieux pour mon organisation? C'est quoi qui est le mieux pour mon collègue? C'est quoi qui est le mieux pour moi en ce moment? Et qui va donner un impact positif, non seulement sur moi, mais aussi sur mon équipe et sur ma communauté. On voit qu'on change toute la culture et ça part de la base. On fait émerger une culture de bienveillance, on ne l'impose pas. Maintenant, quand on se parle de leadership bienveillant, je vais vous présenter quelques questions qui sont juste pour vous demander, est-ce que je suis là-dedans? Moi, est-ce que je suis un leader bienveillant? Est-ce que mon organisation est bienveillante? Est-ce que je suis bienveillant? Mais voici quelques questions à se poser. Bon, il, étant le leader ou même un compagnon ou même un collègue, montre souvent son inquiétude pour moi, pour ma vie quotidienne et ma famille. Qu'est-ce que ça implique, ça? C'est quand on parle de présentéisme, quand on parle de bienveillance, parce que c'est par la bienveillance qu'on va vraiment amener nos gens à sortir d'un présentéisme malsain vers un présentéisme sain, c'est par montrer son inquiétude réelle. En gestion du changement, on parle de gestion des préoccupations, mais c'est un peu dans cet esprit-là que je veux que vous voyez le leadership bienveillant. Donc, montrer une réelle préoccupation pour ce que vit la personne, non seulement au travail,
mais aussi dans sa vie personnelle et avec sa famille. Deuxièmement, est-ce qu'on tente de comprendre mes préférences? Est-ce qu'on est conscient de mes préférences pour répondre à mes demandes personnelles? On s'entend qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a énormément de demandes personnelles parce que chacun d'entre nous, habituellement, on ne voyait pas autant ce côté personnel-là dans la vie. Mais est-ce qu'on prend le temps de comprendre mes préférences? Est-ce qu'on prend le temps de trouver la meilleure solution pour moi et non de faire du copy-paste à tous et chacun? Est-ce qu'on m'encourage lorsque je rencontre des difficultés au travail puis dans ma vie personnelle? Puis quand que je parle d'encourager, là, c'est pas de dire, ça c'est des phrases que je toutes faites que j'aime plus ou moins, mais ça ressemble à ben non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Je dois avouer que j'ai été en réaction très longtemps sur la phrase « ça va bien aller » avec un arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que quand on parle de « oui, inquiète-toi pas, ça va bien aller », mais c'est normal, et puis qu'on tente de normaliser à tout prix, on oublie le caractère personnel, puis les différences de chaque personne et comment les personnes vivent les difficultés dans lesquelles elles sont. Donc, tenter d'éviter ces grandes phrases toutes faites-là, puis vraiment d'encourager avec, quand les personnes rencontrent des difficultés, à prendre la lead, à prendre action sur leur vie, sur leur santé, sur leur bien-être. Quatrième, est-ce qu'il essaie de comprendre les vraies causes de ma performance qui est dite, entre guillemets, insatisfaite? Parce que, bon, ça se peut qu'on soit vite comme organisation sur la gâchette lorsqu'il y a une performance insatisfaisante, mais est-ce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Est-ce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut impacter cette performance-là? Parce qu'on l'a vu, le présentéisme entre santé et performance, c'est une tentative d'équilibre. Et puis, c'est une tentative d'équilibre entre la performance. Donc, la personne, elle est là, elle veut, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Donc, si on tente de comprendre les vraies causes, on va pouvoir agir concrètement sur ce qui lui nuit dans son efficacité ou dans son bien-être. Est-ce que mon organisation, puis quand je parle de capacité, me forme, me coach lorsque j'ai pas les capacités requises au travail? Puis quand je voudrais même extensionner un petit peu ça sur est-ce que mon entreprise me coach, me forme, oui, mais quand je suis débordée, est-ce qu'elle va chercher de l'aide? Est-ce qu'elle réagit à ce que je fais? Donc ça, c'est 5 grandes questions quand on parle de leadership bienveillant sur lesquelles on doit se poser comme si on veut vraiment inculquer une organisation ou démontrer une organisation, développer une organisation bienveillante, excusez-moi, par un leadership, mais ça part par le leadership, puis c'est par le leadership de tout, par la bienveillance. Vous allez avoir une petite question là à l'écran sur ces 5-là, les 5 que je viens de nommer. Selon vous, votre organisation, sur quel point elle doit le plus travailler, qui a le plus à être mis de l'avant? On devrait voir une petite question apparaître à l'écran. Là, peut-être que Véronique est partie chercher un petit verre d'eau. Ah non, il apparaît! Donc, selon vous, qu'est-ce qui a le plus à être développé parmi ces 5 affirmations dans votre organisation? Soit parce que c'est ce que vous constatez vous-même ou ce que vous constatez autour de vous. On va vous laisser un petit 10 secondes pour lire et réfléchir par rapport à ça. Monsieur Rivet, je vais répondre à votre question après le questionnaire sur est-ce que le leadership bienveillant est à prioriser dans le contexte actuel? Donc, on va fermer le questionnaire, Véronique. Je ne suis pas du tout surprise. La première place étant essayer de comprendre la vraie cause de la sous-performance. En deuxième place, former et coacher. Puis ensuite, comprendre suffisamment les préférences pour répondre aux demandes personnelles et montrer son inquiétude pour la vie quotidienne de l'employé et la famille. Donc, essayez de comprendre la vraie cause de la sous-performance. D'après vous, ça se passe par quoi? Par quel canal de communication ça se fait? Puis je donne la réponse en même temps, ça se fait par la communication. Si on veut essayer de comprendre, il faut poser des questions. Il faut avoir le courage de poser ces questions-là.
Puis si je réponds à M. Rivet sur est-ce que le leadership bienveillant est à prioriser dans le contexte actuel, pandémie, télétravail? C'est le leadership bienveillant, c'est oui, un leadership à préconiser. Et moi, avant d'étudier le leadership bienveillant, j'étudiais qui est très, très, très en ligne, c'est le leadership serviteur. Donc, être au service de ses employés, sa communauté, son organisation. Et je me suis rendu compte, bon, le mot serviteur, ça fait peur, on dirait. Donc, le leadership bienveillant a vraiment pris de l'assurance dans tout ça. Mais en contexte de pandémie, télétravail, c'est surtout lui qu'on doit mettre de l'avant, le leadership bienveillant. On doit être à l'écoute, mais une écoute réelle, une écoute vraiment à préconiser sur mais qu'est-ce qui se passe chez nos employés? Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe chez vos employés, ou même, puis vous, comme employé, je sais peut-être même que vous remarquez des choses chez vos leaders et c'est aussi quelque chose à prendre, à avoir le courage d'ouvrir la discussion dans ce sens-là également. C'est vraiment quand on parle même en télétravail et en pandémie, c'est peut-être là où est-ce qu'il va avoir le plus d'impact même. Les recherches vont nous le dire probablement dans le temps, mais c'est vraiment, puis il y a une étude récente qui est sortie sur le leadership en contexte, pas le leadership en contexte, mais oui, le leadership en contexte académique. Comment les universitaires se sont retournés de bord pour vraiment transformer leurs pratiques qui étaient super souvent au niveau en présentiel, finalement, pour tomber en numérique et de façon, comme là, on le fait, de façon virtuelle. Une méga adaptation. Mais savez-vous quoi? Ils ont utilisé le leadership serviteur parce que c'est ça, ce sont des leaders serviteurs, c'est-à-dire qu'ils sont au service de leur communauté, de leurs étudiants, ils sont là pour s'entraider l'un l'autre et c'est vraiment ce qui est la base aussi. Les leaders bienveillants sont là pour amener cette communauté-là dans une spin positive. Donc, pour prioriser dans le contexte actuel, tout à fait. C'est ça qui va faire le plus de différence parce que chacun va se sentir valorisé et va pouvoir retrouver le contrôle sur sa vie par des pratiques un petit peu plus personnelles. Puis là, vous avez été moins nombreux à parler de ce que est-ce qu'autour de moi, on s'inquiète pour moi, ma vie quotidienne et ma famille? Mais dites-vous que ça, même si vous avez été moins nombreux à en parler, c'est souvent ça qui est en arrière des vraies causes de la sous-performance. Donc, les deux sont liés. D'avoir un halo, une réelle considération, une réelle préoccupation pour ce qui se passe dans la vie de nos employés et pas seulement au travail, c'est ça qui va faire la différence actuellement, surtout en pandémie et puis en télétravail, parce que je reviens à ce que je disais au tout début, c'est pas l'organisation n'a pas nécessairement un pouvoir et pas nécessairement la cause sur toute forme de présentéisme ou de détresse, mais elle peut avoir des solutions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider vos employés à jongler entre la vie privée et la vie personnelle, à jongler entre la santé et la performance et à être dans la forme la plus optimale possible au moment X. Ce que ça veut aussi dire dans le leadership bienveillant, c'est qu'on a une tolérance à la sous-performance parce qu'on comprend les causes en arrière. Parce que ça ne veut pas dire qu'on laisse aller, mais on comprend et on tente d'agir dessus. Donc, c'est vraiment cette forme de leadership-là, puis c'est pas pour rien qu'on en entend autant parler, mais savez-vous, elle est étudiée depuis plus de 20 ans maintenant et c'est juste qu'elle prend vraiment en ce moment tout son essor dans les contextes de télétravail et aussi d'aplanissement des structures. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Maintenant, il y a une multitude de ressources, puis je vous ai les mis ici, vous allez les avoir également après. Ce sont différentes ressources qui sont là pour quand un employé, quand un collègue, quand même vous-même, vous vous sentez un peu moins bien, attendez pas d'être complètement submergé, de penser à être complètement absent parce que ce qu'on veut avec le présentéisme, ça nous donne des signes pour agir, pour revenir le plus rapidement possible à une santé optimale et non laisser aller vers de l'absentéisme qui va être beaucoup plus long à régler par la suite.
Donc, il y a des ressources, que ce soit les médecins, les professionnels de santé, vos programmes d'aide aux employés qui sont tellement sous-utilisés. Sont pas là juste en cas de burn-out apparent ou de détresse, de détresse méga élevée, là. Ils sont là aussi en amont. Il y a toutes sortes de ressources ici que vous pouvez appeler, dépendamment de vos contraintes à vous. Et il y a aussi Empower, je ne pourrais pas ne pas en parler, on s'entend, sur laquelle on mise beaucoup parce qu'on fait le constat, en fait, de la mesure du bien-être. C'est une application à la base où on fait une mesure de son bien-être pour prendre action. Parce que si on n'a pas de collègues autour de nous, si on n'a pas personne autour de nous qui peut nous rappeler, nous faire prendre conscience qu'on a changé, bien, prendre notre mesure sur 30 aspects de vie va faire en sorte que nous allons prendre conscience aussi par nous-mêmes et nous amener, c'est une application d'auto-coaching, donc nous amener à prendre action sur des aspects de vie sur lesquels on a du contrôle. Je vais terminer avec cette phrase que j'adore. Les paroles de bienveillance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous pouvez juste poser une question, mais si elle est posée de façon authentique, vraie et qu'on prend le temps de le faire, vous allez voir que ça va résonner chez la personne et que l'impact va être d'autant plus positif. Et ne négligez jamais l'impact que vous pouvez avoir chez vos collègues. Ça termine la présentation pour aujourd'hui. Maintenant, je suis certaine que vous avez une multitude de questions. Donc, je vais prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sandra. C'était extrêmement intéressant, très riche, très complémentaire aussi avec le webinaire de la semaine passée. Alors, effectivement, on a posé la question dans le chat, à savoir, est-ce que on va pouvoir revoir ce webinaire? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Il y aura une section qui sera dédiée sur notre site Internet. Dans le petit courriel de remerciement qui sera adressé à tous les participants, vous aurez le lien pour y accéder. Je pense qu'il sera disponible dans les prochaines heures ou dans les quelques prochains jours. Donc, pas de problème là-dessus. Puis, merci pour ce beau contenu. Moi, ce que je retiens beaucoup, le mot « écoute » qui est ressorti tellement dans ta présentation. L'écoute active, ça fait partie des paramètres du leadership bienveillant. Puis, ce que ça m'évoque aussi, c'est pour bien écouter les autres, il faut aussi s'écouter soi, puis être capable d'aller identifier soi-même. Tu parlais d'autodiagnostic tout à l'heure, donc oui. Je trouve tout ça est très complémentaire. Donc, parmi les questions qu'on a eues, alors oui, j'en ai une qui est apparue au tout début dans le questions et réponses. Comment appelez-vous les gens présents au travail, pas malades, mais absents psychologiquement car non stimulés par pression? Est-ce que c'est du présentéisme, ça? Il y a différentes façons de voir le présentéisme. Le présentéisme sur laquelle moi je vous ai présenté, c'est une continuité de la semaine passée. Donc, vraiment la version européenne où on doit être malade pour faire du présentéisme. Maintenant, ce que vous parlez, c'est du présentéisme qui pourrait être appelé une forme de présentéisme, mais de présence au travail. Il y a une différence entre présent au travail et faire du présentéisme. Présent au travail, mais être désengagé. Moi, j'entends plus ça comme du désengagement, en fait, plus que du présentéisme. Mais ce que ça ne veut pas dire, c'est que le désengagement, si on reste désengagé sans prendre action, c'est sûr qu'on va avoir une atteinte psychologique, puis peut-être que finalement, on va avoir des atteintes, on va avoir une santé sous-optimale, par stress, par anxiété, par etc. Donc, on va finir par faire du réel présentéisme tel qu'on le considère dans cette présentation-ci. Oui, merci Sandra. J'ai une autre question aussi qui vient de Sarah, si je ne me trompe. Comment savoir quand intervenir sans aller à l'encontre de la liberté de la personne? Car certaines personnes ont la capacité de dépasser leurs obstacles, mais ça leur prend du temps. Excellente question. Et puis ça rentre dans le triangle de Cartman, pour ceux qui le connaissent. Êtes-vous un sauveur? Voulez-vous sauver absolument une personne ici? Je vais vous dire, puis ça peut paraître un peu brutal, mais on n'a personne à sauver. Okay? Les personnes vont se sauver elles-mêmes, si je peux dire par là, mais on a un rôle d'éveilleur.
on a un rôle de faire prendre conscience. Et pour ta question, Sarah, il faut respecter le rythme de la personne. On ne peut pas aller plus vite que la personne le veut ou est prête à le faire. Il y a une histoire de complémentarité, puis à un moment donné, on est prêt à adresser les questions, puis c'est peut-être la petite question que vous allez avoir posée, puis même sans attendre de résultat, de retour. Ah, puis tu sais, je pose une question, là, Sarah, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que ça va bien pour toi? Puis tu dis, oh oui, tout va bien, tout va bien. Ben, OK, parfait, je suis contente parce que je m'inquiétais pour toi. Si vous laissez aller comme ça, mais si tu as besoin, reviens vers moi. Juste ça, là, ça va faire la différence. Puis la personne va se dire, oh, OK. Elle va s'être sentie qu'on se préoccupait d'elle. Mais il ne faut pas forcer les choses. Oui, il y a comme une ouverture, en fait, on laisse une porte ouverte, puis après, à la personne de venir entrer ou pas, finalement. Effectivement. Ouais. Effectivement. Allez, 2 petites dernières questions pour terminer. De Mireille, des trucs ou références pour trouver un équilibre entre la bienveillance et l'atteinte des résultats? Oui, en fait, des références en tant que telles, je vais essayer de vous en trouver. Peut-être que je vais être capable de vous les envoyer par rapport à ça. Mais l'étude de la bienveillance et de l'atteinte des résultats, c'est souvent à long terme. Hein? Puis le problème, j'ai-tu vraiment appelé ça un problème? L'enjeu, c'est que, en fait, on veut avoir des résultats court terme. Mais si on fait preuve de bienveillance dans le temps, la performance va revenir. C'est tout cet équilibre entre performance, bienveillance, santé qu'on doit mettre de l'avant. Mais je vous dirais que si, en tant qu'organisation, si vous commencez, puis je suis pas mal certaine que ça vient de plus haut qu'un employé, cette question-là. Donc, je vous dirais que d'inculquer ce mouvement-là de bienveillance va faire en sorte que vous allez agir plus rapidement. Tantôt, je disais, plus vous agissez rapidement sur des symptômes, plus rapidement la personne va revenir à sa pleine capacité. Donc, plus rapidement, elle va être performante. On veut toujours calculer un retour sur investissement sur nos actions et je le comprends. Mais peut-être que le retour sur investissement qu'on doit vraiment calculer en termes de performance, c'est jusqu'à quel point la personne se sent bien et elle est prête et engagée quand elle vient au travail. Ouais, excellent. Merci beaucoup, Sandra, pour ta réponse. Puis, j'en avais une dernière. Je pense que j'ai couvert toutes les questions, si je ne me trompe pas. Ah, si, j'en ai encore une. Mais avant de passer à la toute dernière, je crois que c'était Pierre-Olivier qui nous demandait d'où est-ce que tu as tiré les 60% des personnes qui n'iront pas chercher de l'aide par crainte de stigmatisation d'une étude précise? Oui, oui. Quelle est ta source là-dessus? La source, c'est une étude qui était faite sur la détresse psychologique, en fait, puis je vais vous la mettre, là, je ne l'ai pas en tête en ce moment, mais Pierre-Olivier, je vais la mettre dans la présentation avant de l'envoyer à Véronique pour la version finale, fait que vous allez la voir. Excellent, merci beaucoup. Et enfin, en parlant de ressources, on sent que nos participants ont envie de chercher, de creuser le sujet. Je trouve ça très intéressant. En fait, les questions que vous posez, Valérie nous demande s'il y a des ressources que l'on peut consulter si on souhaite démarrer une culture de bienveillance. Quand on parle de culture bienveillante, oui, il y a plein de ressources, en fait, plein de ressources. Elles doivent être démocratisées un petit peu, je vous dirais, parce que ça a été beaucoup étudié dans la science, mais la science n'est jamais bien loin de la pratique dans plusieurs cas. Et il y a des ressources, quand on parle surtout de leadership bienveillant, parce que en fait, il y a vraiment un cercle vertueux sur lequel on peut travailler, qui est de travailler sur sa culture de leadership. C'est les leaders qui vont faire la principale job de leader dans une organisation, c'est de créer une culture. Donc, quand on parle de culture organisationnelle, de bienveillance, on parle de leadership ou comment nos leaders vraiment intègrent cette notion de leadership bienveillant. Donc, je pourrais vous donner les ressources par rapport à... Je vais me faire une petite liste, là. Je ne pourrais pas toutes vous donner ça, là, mais de certains articles qui sont intéressants sur le leadership bienveillant puis comment promouvoir une culture de bienveillance par rapport à ça.
Excellent. Sandra, je vais t'inviter à passer au diapo Oui, oui. suivante. On va passer à la suite. Et puis, pour enchaîner sur la culture du leadership bienveillant, n'hésitez pas justement à aller revoir certains de nos webinaires, donc notamment celui de Caroline Biron qui sera disponible. Celui de Sandra, évidemment, sera disponible également sur la chaîne YouTube du groupe. Mais on a aussi toute une série on a eu au moins 2 webinaires sur le leadership bienveillant, si ce n'est pas 3, dans les derniers mois au groupe. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a eu de belles discussions et de beaux contenus sur le sujet. Pour passer à la suite, si tu peux passer la diapo suivante, voilà, on va vous demander, vous connaissez l'histoire, on va vous demander de répondre à un très bref sondage, ça prend 2 minutes. Je vous invite à aller sur wooklap.com/présentéisme. Vous y trouverez le sondage qui est déjà en ligne. Vous pouvez déjà y aller d'ores et déjà, le temps que je termine les quelques mots de ce webinaire. Et puis, je le laisserai en ligne, évidemment, pendant une bonne semaine. Vous aurez tout le loisir d'y mettre vos commentaires et vos réponses. Dernier point avant de clôturer, c'est de restons connectés. Vous faites partie de la communauté du groupe Entreprises en Santé. Et nous, on a très à cœur de recevoir vos commentaires, vos idées, vos questions, vos bonnes pratiques. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel, les partager également sur notre groupe Facebook, sur notre LinkedIn. Ça nous fera vraiment plaisir de lancer des échanges avec vous et puis de recevoir vos commentaires. Et puis, pour terminer, je vous invite à nous contacter, comme vous le voyez, donc à notre adresse, ou alors Sandra, vous voyez son adresse courriel s'affiche ici sur l'écran. Et puis, je vais remercier nos partenaires, nos fidèles partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent, et puis sans qui nos activités du groupe ne pourraient pas être développées, puis vous êtes présentés. Alors, un grand merci à eux. Un grand merci à toi, Sandra. On a beaucoup de beaux commentaires, de remerciements dans le chat. Je ne les compte plus, les remerciements, vraiment. Je pense que c'était un beau succès. C'était assez attendu. Et c'est un sujet qui parle à beaucoup. Alors, j'espère que vous aurez eu des pistes de réflexion, je n'en doute pas. Et merci à toi, c'était un beau moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer le webinaire avec toi. Et puis, je te dis à bientôt, j'espère. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour d'avoir répondu aussi à toutes les questions que je vous ai posées aujourd'hui. Passez une superbe journée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.